startups à venir pitcher. Restez avec nous. Nous avons encore une séance complète juste après ça. Et je vous garantis que ce sera très intéressant. Alors, j'invite à me rejoindre 3 merveilleuses startups. Ah oui, pardon, je précise que pour les intervenants qui nous ont déjà rejoints en ligne, nous avons quelques minutes de retard, très léger. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt à vous. Alors, j'invite les startups Mélania, Ives Signbot, j'espère que je prononce bien, et Advocate. S'il vous plaît, sous vos applaudissements de folie. Alors, génial. On va démarrer avec Mélania. Métania, pardon. Ah oui, je suis bigleuse en plus, pas de souci. Alors, Métania, je vous laisse la place ici. Ici, pour que vous puissiez prendre place sur toute la scène. D'accord. Et la petite manette est là. D'accord, ça fonctionne? Ça fonctionne. Okay. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je me présente, Selim Kazad. Je suis le fondateur et le directeur général de Métania. Pour être beaucoup plus précis, c'est Métania Industries. Donc nous, on a commencé en 2013. Nous sommes spécialistes du biogaz et de la cogénération. Pour ceux qui ne connaissent pas, le biogaz, c'est le résultat de la valorisation des déchets organiques en situation d'anaérobiose. Donc, ça se transforme en un gaz avec un pouvoir calorifique inférieur, comme le gaz naturel, composé de méthane, d'où le nom de l'entreprise, et qu'on peut valoriser en énergie. Donc, nous, on a commencé cette aventure en 2013 avec des projets en EPC. Donc, EPC, c'est des projets clés en main, adossés à des marchés publics en Tunisie. Une aventure assez sympathique. Mais toujours en ayant à l'esprit une idée très claire par rapport au secteur, c'est que nous voulons rendre accessible le biogaz au plus grand nombre. Pourquoi? Comment? Déjà, pourquoi? Parce que 80% des gisements sont de petite taille. Et dans cette énergie renouvelable qui est le biogaz, euh, on se confronte rapidement à une limite physique qui est la limite de transport. Donc, les déchets, pour les centraliser dans une installation de grande taille, on est amené à les transporter par des camions, des déchets avec une matière sèche qui est autour de 25%. Donc, on est en train de transporter de l'eau. Et l'eau, il y a une technologie archaïque mais très efficace qui sont les tuyaux pour les transporter. Donc, à un certain moment, on a une limite physique que nous, on identifie ou on estime à 15 km. Donc, à partir de 15 km, il y a, la logique économique n'est plus là. Et donc, il y a un besoin d'avoir des installations de petite taille, donc des installations de micro-méthanisation. C'est ce qu'on a commencé à faire en 2015 en prototypant. Premier pilote en 2018, premier export en 2019. Aujourd'hui, on est présent sur plusieurs pays et principalement en Europe. Je vais parler de ça un peu plus en détail. Mais cette solution-là, qui s'appelle Jalagaz, elle permet de faire quoi? Elle permet de valoriser les déchets organiques, donc les effluents d'élevage. En l'occurrence, on est très focus sur le bovin laitier. Donc, on valorise ce déchet-là, qui est le fumier, en une énergie primaire, qui est le biogaz, qui est après valorisé en électricité et chaleur par de la cogénération, de la micro-cogénération. Donc, ça permet de donner deux résultats. On est aussi sur deux secteurs qui sont importants pour la planète. Le traitement des déchets et la production d'énergie verte, qui est le biogaz et l'énergie électrique et chaleur qui vient de là. Mais aussi, on a un impact sur l'agriculture parce qu'à la fin, le déchet il se transforme en un type de compost qui est un fertilisant biologique et qui a un pouvoir amendant sur la parcelle. Donc aussi, limitation de la consommation des engrais chimiques. Quelque chose de différent. Donc, quelque chose d'important qui est d'actualité aussi, on limite les émanations de méthane.
donc qui est 20 fois plus effet de serre que le CO2. Aujourd'hui, on a une solution qui a fait ses preuves, une solution qui est plug and play, rapidement installable sur site. Nous sommes capables de livrer rapidement sur le marché. Donc, au bout de 90 jours, on est capable de livrer nos clients à partir d'une commande ferme. Au bout de 7 jours, on arrive à installer. Donc, c'est quelque chose qui est rapidement déployable. Et tous ces défis-là, on les a relevés pour quelle raison? Pour cette raison de rentabilité des petites installations. Donc, on devait passer par le standard, par des solutions standards. Et au bout d'une dizaine de jours, on a du biogaz qui est produit. 45 jours, on a un fertilisant qu'on peut utiliser sur la parcelle. Nos solutions aussi, une solution permet d'économiser autour de 720 tonnes par année de CO2. C'est un ROI ou un temps, une rentabilité qui est rapide. Hein. Ça dépend un peu de la législation des pays, mais on est à 3-4 ans. Et une solution qui est capable de traiter de 1 à 10 tonnes par jour, donc de 300 à 3000 tonnes par année, pour une capacité électrique qui va de 8 à 75 kW. Oui, je sais. Je vais faire très rapidement. Quelques photos, c'est plus parlant que les discours. Ça, c'est des installations que nous avons en Pologne. Aujourd'hui, nous, on est en train de livrer en France, en Pologne, en Italie, en Roumanie, en Suède. Et nous avons un premier projet aussi au Liban. Ça, c'est la solution gel à gaz. C'est un site qui est en Pologne. La production, pour ceux qui connaissent un peu, une solution éprouvée. Aussi, on fait de la micro-cogénération avec un de nos partenaires en France. On fait de la micro-cogénération pour la méthanisation liquide. Donc ça, c'est une solution que nous livrons dans une vingtaine d'installations en France. On a une cinquantaine qui est dans le pack. Ça, c'est nous, hein, c'est la feuille blanche de la réalisation. Une des installations en Bretagne, donc, une parenthèse importante, nous sommes en finalisation de mise en place de sociétés en région de Bretagne, passées par les France. Et nous avons un objectif d'être beaucoup plus proche de nos clients. Donc, on commencera avec la SAD, on procédera rapidement, Ouais. la capacité tu sais que si je disparais, ça sera à cause de toi. Hein. On va me virer dans pas longtemps. Voilà, donc je vais pas m'étaler sur notre technologie. Non, je sais que c'est de la torture de te demander de résumer tout ça en 5 minutes. Nous sommes en train de passer sur ce modèle. Aujourd'hui, on est en train de multiplier par 3 à l'horizon 2025. Nous sommes équipementiers dans des partenaires en développement réseau via des partenaires. Voilà, donc j'étais. Je vous épargne. Merci beaucoup, Salim, merci. Alors, c'est plutôt impressionnant et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour en savoir un peu plus sur Méthania. Je vais désormais laisser la parole à Sophie Lenoir, justement pour Yves Signbot, si je prononce bien. Et la petite télécommande est restée sur le pupitre. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle est souvent perçue avec méfiance. Et si on parlait aujourd'hui d'une IA qui a du sens, d'une IA qui se met au service de l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes dans le monde. Savez-vous qu'en Afrique, 25% de la population est sourde et malentendante, ce qui veut dire que 25% n'ont pas l'accès à l'information, aux médias et à l'éducation, comme vous et moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
en représentant la start-up Ives Tunisie, qui est une entité du groupe Ives, un acteur du marché qui a 18 ans d'expérience dans le monde entier, à savoir qu'on a des plateformes en France, au Canada, etc. On va pouvoir contribuer à l'inclusion des personnes sourdes grâce à des solutions innovantes et grâce à l'IA. Alors, on a plusieurs solutions, mais je vais m'attarder spécifiquement juste sur 2 solutions innovantes. Donc, tout premièrement, un avatar 3D en langue des signes que nous avons appelé un SignTrad. Cet avatar 3D est capable de traduire tous les contenus de vos sites web et vidéos en plusieurs langues des signes, parce que du coup, chaque pays a sa propre langue des signes. Donc là, on a embauché nos premiers collaborateurs en Tunisie, animateurs 3D, des sourds tunisiens pour pouvoir leur apporter une insertion professionnelle, des médiateurs sourds, et puis derrière l'innovation, il y a un petit projet RSE pour l'employabilité des femmes en tant qu'interprètes, puisque 99% des interprètes sont des femmes. Donc là, c'est un avatar de traduction. Ça existe en langue des signes, je précise. Et ce pourquoi je vais insister aujourd'hui, la deuxième innovation, qui est une première mondiale, qui a été faite en collaboration avec le groupe Soprasteria et qui a été récompensée récemment en janvier au CES Las Vegas. C'est ce que nous avons appelé notre Signbot. Alors, pourquoi un Signbot? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les chatbots existants ne sont pas accessibles aux personnes sourdes signantes qui ne maîtrisent pas l'écrit comme nous. Tout simplement parce que leur langue maternelle, c'est la langue des signes. Donc, ce Signbot, Ives et Soprasteria, est le premier avatar conversationnel en langue des signes. Et grâce à l'intelligence artificielle, l'avatar reconnaît les gestes, les expressions faciales pour comprendre et répondre en langue des signes. Le Signbot va donc permettre de répondre aux questions les plus fréquentes en temps réel et permet donc une accessibilité digitale 24 heures sur 24 sur tous vos sites web. C'est simple, via un plug and play, le Signbot peut s'implémenter sur tout chatbot et donc vous pourrez avoir vos sites web ou vos applications mobiles accessibles en langue des signes. Nous pourrons aussi le retrouver via l'affichage numérique dans tous les lieux d'accueil. Le Signbot, on peut le mettre dans les aéroports, les gares, les mairies, les collectivités pour une meilleure inclusion. Donc, vous l'aurez compris, notre IA a du sens. Alors, vous aussi, que vous soyez là dans la salle, des acteurs privés, des acteurs publics, rendez-vous accessible afin qu'en 2024, grâce aux nouvelles technologies, il n'y ait plus de barrières de communication entre sourds et entendants dans le monde. Ma collaboratrice Alena et moi, on sera là pour échanger parce que c'est peut-être un peu un sujet nouveau d'amener du handicap dans ce type d'événement, mais c'est vraiment important. Pour ceux qui ne seront pas présents cet après-midi, sachez que vous pouvez retrouver, nos bureaux sont à la Chambre du commerce tuniso-française. Et enfin, je voulais vivement remercier l'accueil qui nous a été fait depuis quelques mois par Business France. Merci à la French Tech de nous accueillir, à l'Institut français. J'espère que je n'oublie personne. Voilà, et donc merci à tous pour cette belle mise en lumière. Merci Sophie. Bravo.
Bravo pour ce projet qui aide justement à l'inclusion de plusieurs populations. Je laisse maintenant la parole à Soufiane pour Advocate. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais remercier vivement la French Tech et l'IFT. Tous les collaborateurs Advocate nous regardent en live et on est très très fiers et heureux de collaborer, de participer à notre niveau aux relations France-Tunisie qui ont vraiment un sens très très fort pour nous. Voilà, c'est vraiment un vrai remerciement. On est très fiers d'être là. Je vais vous parler un petit peu d'Advocate. Advocate, c'est quoi? Pourquoi je parlais des relations franco-tunisiennes? Advocate, c'est une start-up naissante qui a été créée en mars 2024, donc vraiment bébé start-up, mais qui a d'immenses ambitions. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler d'IA, on va parler de data, on va parler de stratégie commerciale, on va parler de start-up. Et je vous promets de ne pas être long parce que je sais qu'on a un planning serré et que vous commencez à avoir faim sûrement. Si on peut revenir sur la slide juste avant. Comment est née l'aventure Advocate? Mon cofondateur et moi, donc Rida Memi, qui est franco-tunisien, moi, Sofiane Chekir, franco-tunisien, la startup Advocate franco-tunisienne, on a des expertises sur le monde de la tech, plus particulièrement sur la partie commerciale du monde de la tech, et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, dans notre écosystème, chez nos partenaires, nos clients, nos concurrents, on a souvent des stratégies de vente inefficaces. On va voir pourquoi. Autre constat, on a une mine d'or aujourd'hui qui est la donnée client, qui est là, on sait qu'on l'exploite, on l'exploite souvent mal ou pas assez bien. Autre constat, on a quelque chose qui s'appelle l'IA, qui est tendance, on ne sait pas trop comment l'utiliser, on sait que ça peut faire tout et n'importe quoi. Et dernier constat, on a une expertise forte, mon cofondateur et moi, qui est CEO, moi je suis responsable des opérations, je suis CEO de la société. On a une expertise forte sur les métiers de la vente dans la tech. Lui a participé à faire de Contentsphère une licorne. Moi, ce n'est pas ma première société. Donc, on a, dans notre jeune expérience, on s'est confronté à des problématiques commerciales très spécifiques. Se basant sur tout ce que je viens de dire, on propose justement aujourd'hui à nos clients, en se basant sur la donnée client et sur de l'IA qu'on est en train d'implémenter, d'optimiser leur cycle de vente. Comment on fait? Je pense que le mieux, c'est que je vous donne un cas concret. Aujourd'hui, chez nos clients, on a de la donnée structurée qui vient du CRM, qui vient des call centers, qui vient des ERP, voilà, tout un tas d'outils où on a une mine d'or d'informations. On a de la donnée non structurée, les use case clients, les pages LinkedIn des prospects, les pages Facebook, les pages perso, les blogs, les success stories, qui n'est vraiment pas de la donnée structurée qu'on va aller scraper sur Internet. Nous, ce qu'on propose de faire, cas concret, notre client, c'est une boîte B2B SaaS qui vend des services pour Pirelli, les pneus. L'équipe BDR, donc de prospection commerciale, va lui booker à un des commerciaux de notre client un rendez-vous avec M. Martin de Michelin. Le commercial, donc je vais faire le rôle du commercial, je ne connais rien aujourd'hui de Michelin à part la donnée publique, je ne connais pas M. Martin. Et bien, grâce à Advocate, je vais pouvoir me loguer, je vais pouvoir avoir tout un tas d'insights actionnables et je vais pouvoir savoir que pour mon premier rendez-vous avec M. Martin, je dois lui parler de tel cas d'usage, je dois lui parler de telle partie qu'on a fait chez Pirelli, je dois lui demander ce document, ce document, ce document, je dois absolument repartir avec cette décision, ce document et cet engagement pour les next steps et je dois prévoir ces prochaines étapes avec M. Martin. Et donc, en fait, on s'affranchit de toute l'hétérogénéité qu'on a entre les équipes commerciales. Parce qu'aujourd'hui, on a un constat, une stat qui est flagrante, c'est que dans notre écosystème tech, on a 20% des commerciaux qui vont surperformer et 80% des commerciaux qui ne vont jamais atteindre leurs objectifs. Et donc, nous, grâce à cet outil, on s'affranchit vraiment des compétences très différentes au sein d'une équipe commerciale et on se log, on a vraiment une marche à suivre et on va pouvoir closer des deals beaucoup plus facilement
que si on n'avait pas toutes ces infos. Un petit point sur le marché qu'on adresse. Donc, comme je vous disais, on est vraiment une start-up naissante. Donc, on est en cours de développement de ce qu'on appelle le MVP. C'est une sorte de V1 de la solution qui va sortir pour cet été. On a comme objectif 10 clients de pilot programme pour cet été. L'avantage pour nous, c'est qu'ils seront des bêta-testeurs, qu'on va avoir des feedbacks et que forcément, on va optimiser l'outil suite à leur retour. L'avantage pour eux, c'est que forcément, ils ont un avantage commercial. Le prix qu'ils vont payer ne sera pas le prix du 11e client. Alors, Soufiane, je vais devoir te demander de J'ai conclure. fini. Ah, bah, J'ai fini. Retenez bien Advocate. Vraiment, on a de très grandes ambitions. Vous allez entendre parler de nous plusieurs fois. Donc, c'est la solution du futur et nos modèles sont les licornes. Donc, voilà, on compte sur vous pour qu'on fasse de toute cette… Et les cerveaux sont en Tunisie. Oh, Toute wow. la partie R&D, elle est tunisienne. On a un vivier de pépites ici. Merci beaucoup. C'est vraiment délicat d'avoir ce mauvais rôle, le rôle de devoir vous couper la parole alors que vos projets sont vraiment très intéressants. Et d'ailleurs, j'en découvre beaucoup pour la plupart. Je vous remercie énormément. Je vais devoir faire sauter la séance de questions-réponses. Donc, je vous invite à alpaguer nos merveilleux entrepreneurs durant la pause déjeuner qui n'est pas encore pour tout de suite, mais qui va bientôt arriver. Vous restez avec nous. On va passer à la table ronde numéro 3. Merci beaucoup à vous trois. Encore de chaleureux applaudissements, n'est-ce pas? Merci, vous êtes géniaux. On continue donc avec cette table ronde qui fait toujours partie d'un programme de… Yeah, vous suivez, je suis trop fière. Alors, oui, je sais, je m'éblouis pour pas grand-chose. Alors, table ronde numéro 3. Sans concession, je remercie déjà ceux qui ont patienté depuis un certain nombre de minutes et qui sont en ligne avec nous. Je fais notamment référence ici à Normand et à Nozra qui sont connectés avec nous depuis tout à l'heure. J'invite nos autres intervenants à me rejoindre sur scène, donc notamment Mariam Farhat pour Solaya, Fares Nadjar pour Campusna et il m'en manque un. Pardon, je le retrouve tout de suite. Alors, Sahar est remplacé par Adel Torjmen. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. C'était bon, c'était ça? C'était bien comme ça? Alors, il y a une petite… Oui, bravo, merci. Oui, vous avez vu, je suis une mauvaise hôte. Je n'ai pas déclenché les applaudissements. Alors, je passe tout de suite. Donc, cette troisième table ronde, elle porte justement sur l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. Donc, vaste sujet. Mais on va tout de suite démarrer avec Nozha, justement, qui va nous permettre de poser un contexte assez global sur l'innovation grâce à l'intelligence artificielle générative notamment. Donc là, on se rend compte qu'il y a un très fort contexte d'évolution des gen IA, comme on les appelle. L'objectif ici, c'est de commencer par un léger tour de table une fois que je vous pose les questions. Comme ça, on va gagner du temps, c'est-à-dire quand je vous pose la question, vous vous présentez pour quand même que le public sache qui vous êtes et ce que vous représentez. Donc, on commence avec toi, Nozha. L'objectif, c'est que tu puisses nous développer notamment quelques facteurs clés de succès de l'intelligence artificielle et notamment de l'intelligence artificielle de typologie générative. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Et Ah, je ne sais pas super. si vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. Bienvenue. On commence les festivités avec toi. Merci. Ravi d'être parmi vous pour partager ce moment autour de l'innovation, l'entrepreneuriat centré sur l'IA et en particulier sur l'IA générative, qui fait partie de mon activité maintenant chez Decathlon. Donc, effectivement, quels sont les facteurs de succès pour l'aspect entrepreneuriat? Alors, il y a un certain nombre de dimensions auxquelles il faut faire attention, notamment pour l'IA générative. Vraiment, je contextualise pour l'IA générative, pas l'IA au sens large.
D'abord, c'est la clé, enfin, je dirais toutes les dimensions sont importantes, mais d'abord, je commence par les compétences spécialisées qui vont au-delà de l'IA. Souvent, on dit data scientist, bah, il sait faire. Il sait faire l'IA prédictive, il sait faire l'IA générative. Non. En fait, il y a un savoir-faire spécialisé, il faut un upskill dédié pour ce savoir-faire-là. Ces technologies d'IA générative, ça évolue à une vitesse, comme vous le savez, grand V, moi je dirais exponentielle. C'est même plus dans 6 mois ou dans 5 ans. C'est vraiment demain. Je ne sais pas quelle surprise on va avoir des différents éditeurs et différents producteurs de l'IA générative. Donc voilà, on a un besoin énorme en termes de compétences spécialisées là-dessus. D'autre part, comme vous le savez, c'est des technologies super puissantes, mais elles sont puissantes parce que il y a aussi une nécessité de moyens de calcul qui est au-delà de l'IA, je dirais un peu, enfin, on peut dire standard maintenant, mais en tout cas qui n'est pas générative. C'est vraiment les machines les plus puissantes chez tous les fournisseurs de calcul qu'il faut se réserver. Et là, c'est force de constater que je dirais, comme là, c'est une rencontre franco-tunisienne, c'est des dimensions qui manquent à la France, qui manquent à l'Europe, et pas qu'en Tunisie, j'entends, hein, pour les moyens de calcul. C'est essentiellement aujourd'hui beaucoup américain, il faut le reconnaître, entre Nvidia, Amazon, et Google, etc. Donc, c'est une dimension importante dont il faut disposer et qu'il faut planifier. Par ailleurs, souvent, en fait, on parle des données, mais les données, malgré tout, c'est vraiment leur actionnabilité, euh, bien entendu, relative au cas d'usage, donc contextualisée avec le cas d'usage, c'est l'actionnabilité des données qui pêche souvent, pas seulement pour l'IA générative d'ailleurs, pour l'IA tout court, donc pour l'IA de manière générale. Donc là, l'actionnabilité, c'est-à-dire, surtout pour l'IA générative, ça peut générer, comme euh, certains le savent déjà dans l'audience, tous les aspects hallucination, enfin, tous les aspects qui peut-être en manque de contrôlabilité sur l'IA générative, eh bien, ça commence par le contrôle justement des données, de leur provenance, de leur traçabilité. Donc, il y a un effort de véracité, etc. Donc, il y a un effort énorme à faire sur les données pour éviter les dérives, pas seulement de l'IA, mais en particulier de l'IA générative qui amplifie encore justement les soucis qu'on a au niveau des données si on n'a pas une contrôlabilité suffisante. D'accord. Donc Euh, là, parmi les aussi, facteurs clés de succès, tu as donc les compétences spécialisées, la disponibilité de moyens de calcul, l'actionnabilité des données et je crois savoir que tu en as également listé deux autres, si je ne me trompe pas. oui, tout à fait. Euh, Pareil, pour l'IA générative, encore une fois, il est indispensable, vraiment indispensable, d'effectuer des crash tests. D'accord. C'est-à-dire il suffit pas de développer des solutions, on appuie sur un bouton, on y va. L'IA générative, elle est tout aussi puissante. Et moi, je dirais, je voudrais citer Spider-Man pour quand on a plus de puissance, on a plus de responsabilité. Donc en Ah oui. fait, voilà, pour Je with me more disais, mais power quel comes est le more rapport avec... responsibility. Non, mais tu as tous les droits. Moi, j'ai cité Harry Potter, c'est une autre référence. Mais ça Non passe. mais en fait, j'ai cherché parce que j'aime pas m'attribuer des choses qui ne sont pas à moi. J'ai Oui. cherché cette citation et ça revient toujours à Spider-Man. Mm. Donc tant mieux pour l'auteur. Bah, il a vraiment inventé une belle vraiment règle avec plus de pouvoir viennent plus de responsabilités. Ça Donc reste- avec le pouvoir de l'IA générative, on a plus de responsabilités d'encadrement et vraiment de vérifier. En fait, ceux qui développent des voitures font bien des crash tests physiques pour la santé et la sécurité. Bah, pareil, pour l'IA générative, il faut qu'on fasse des crash tests algorithmiques. Et ça, D'accord. c'est indispensable parce que on peut vraiment être super innovant, mais quelque part, on peut rentrer dans le mur parce que il Mm. y a telle ou telle déviation algorithmique. Bref, et le dernier point, c'est vraiment, ça, c'est le nerf de la guerre, la capacité de prise de risque d'investissement privé adéquate. C'est ce qui nous manque beaucoup, pas seulement en Tunisie, en Europe aussi. Donc là, parmi ces 5 facteurs clés de succès, il y en a quelques-uns quand même que tu observes présents, développés un peu en Tunisie ou pas encore?
Euh, si j'en parle, c'est que c'est des axes de travail, en fait, Ok, donc encore à euh, développer, hein. je pense. Je Ouais. ne t'ai pas introduite. Tu disais justement que tu faisais partie de Decathlon. Tu veux nous en dire rapidement quelques mots sur ton scope d'intervention? Très bien. Je suis Global Vice-présidente chargée de l'innovation dans l'IA et la confiance dans l'IA, et aussi co-chair du comité euh, d'experts en IA de l'OCDE, donc de l'ensemble des pays de l'OCDE, également membre du comité interministériel français auprès du Premier ministre, à qui on a remis au président Macron un rapport qui s'appelle IA, notre ambition pour la France, Mhm. qui a été d'ailleurs publié par Odile Jacob récemment, en fait, la semaine dernière, je crois. En tout cas, ce sont des recommandations qui sont, en fait, qui ont été travaillées pour aider à reshaper, à réajuster la stratégie française en IA qui a été faite en 2018 avec Cédric Villani. Il est temps, avec l'arrivée de l'IA générative, de la mettre à jour. D'accord. Merci beaucoup, Noza. Je passe désormais la parole à Adel justement pour. Oui, merci, pardon. Excuse-moi, Noza, j'ai failli te voler tes applaudissements. Je suis désolée. En plus, tu as été très patient avec nous puisque ça fait un bout de temps que tu nous attends. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Tu nous as parlé justement des facteurs clés de succès. Adel, je voulais justement voir avec toi et avec Meriem également les impacts les plus significatifs de l'intelligence artificielle. Ça arrive. Hop. Ah, mais peut-être que c'est un régie qui doit activer. Ça y est, voilà, super. Parfait. Donc, je reprends, je t'indiquais donc les impacts les plus significatifs de l'intelligence artificielle sur le monde des affaires de manière générale, mais également sur le monde des startups plus précisément. Comment, d'après toi, tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent innover beaucoup plus facilement avec l'usage de l'intelligence artificielle? Et quels seraient éventuellement tes conseils ou tes recommandations pour les startups qui devraient justement s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour se développer davantage? Merci, Question merci à pour 1 la million question d'euros. et merci pour la French Tech pour cette invitation un peu inopinée, puisque je remplace C'était Madame prévu de Sahar. longue date. Alors évidemment, je ne vais pas parler à son nom, je vais être libre d'idées, de pensées, je vais parler moi-même. C'est la démocratie. Merci beaucoup. Moi, je prendrai le sujet d'une autre direction. Je considère que l'IA peut être utilisée à deux niveaux quand il s'agit d'une start-up. D'abord, l'IA en tant que sujet de consommation, comment consommer l'IA pour une start-up, mais également un sujet de production, comment produire de l'IA en étant une start-up. Ce sont deux sujets différents. Évidemment, les niveaux de complexité ne sont pas les mêmes, mais commençons par le plus simple, c'est-à-dire comment utiliser l'IA en tant que start-up et se donner les moyens de réussir, en tout cas augmenter ses chances de réussite. Et là, ça me paraît évident. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, Advocate, qui est un exemple parfait, qui vous dit comment l'IA peut venir aider une des étapes ou des cycles de production dans une entreprise. Là, c'est le cycle de vente, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en réalité, si on démarre dès le départ, quand je veux lancer une entreprise, une start-up, première chose, c'est l'idée, bien sûr, et le projet. Et là, l'IA peut m'aider. Aujourd'hui, je considère que l'IA est un outil qui permet de démocratiser l'excellence. C'est-à-dire qu'on peut être meilleur partout grâce à l'IA et sur toutes les étapes. Alors, bien sûr, l'ideation, je peux l'améliorer, la tester avec l'IA, avec les sandbox, etc. Après, quand il s'agit d'aller chercher des financements, je peux aussi optimiser cette phase par l'IA. Quand je commence à produire, je peux améliorer ma production grâce à l'IA. Je peux optimiser ma production grâce à l'IA. Et je peux aussi avoir un service client, une client experience, qui est nettement meilleur grâce à l'IA. Et ainsi, de suite, donc, pendant la vente, etc. Donc, la question qui se pose, finalement, c'est l'IA, est-ce une menace ou est-ce une opportunité? Évidemment, c'est une opportunité totale. Opportune menace.
Voilà. Et elle n'est pas menace pour moi parce qu'en fait, l'IA, et l'homme n'est pas stupide à ce point pour se faire remplacer totalement sur le point de vue décisionnel par l'IA, sans oublier l'éthique, sans oublier les régulations et les réglementations qui s'ajoutent par rapport à tout ça. Mais je pense finalement que ceux qui vont réussir, les startups qui vont réussir, c'est celles qui vont pouvoir maximiser l'utilisation de l'IA en leur faveur, sur toutes les étapes que j'avais citées. Ça, c'est IA as a consumer, comme un consommateur de l'IA. Donc, évidemment, il n'y a pas eu autant qu'Imakal Badreddin Oueli ce matin a dit un truc, enfin, quand il passe, il n'y a plus rien à dire après, de toute façon, la messe est dite. Il était très complet dans sa description. Jamais on a eu autant de chance pour réussir aujourd'hui, aussi bien pour l'accès à la donnée. En Tunisie. Partout dans le monde. Mais spécifiquement en Mais Tunisie. spécifiquement en Tunisie. Pourquoi? Parce que cette démocratisation dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est là parce qu'au fait, il n'y a pas besoin d'être en Europe pour réussir en Europe. Il n'y a pas besoin d'être aux US pour réussir aux US. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour aller collecter toute cette masse d'informations énorme qui existe, la synthétiser pour l'exploiter au mieux. L'IA est là pour ça. Donc, en fait, moi, je considère que, par contre, cette course vers l'IA en tant que producteur est très difficile. Parce que ça va à une vitesse vertigineuse. Il y a énormément de players en matière de production d'IA. Et la question se pose, est-ce que j'ai encore une chance? Oui. Alors, parce que, comme l'a dit Badreddin, on n'a pas besoin d'investissement énorme pour commencer à s'y mettre. On n'a pas besoin d'être en Europe, donc le financement, la localisation. Et on n'a pas besoin d'être un génie si on utilise bien l'IA. Alors, qu'est-ce qui reste finalement pour produire de l'IA et prendre place? Moi, je pense aujourd'hui, mon conseil, c'est utiliser vos talents de composition, de conjugaison, d'intégration, de cette panoplie énorme de solutions IA qui existent déjà. Déjà être au courant de tout ce qui se passe. Quand on a compris toute cette panoplie, mais étendue, énorme de possibilités, en fait, le génie va venir peut-être de comment les composer pour résoudre une problématique de la façon la plus optimale. Alors, certes, j'ai ça, mais peut-être qu'en composant ça, avec ça, je vais avoir quelque chose, une valeur ajoutée que personne avant moi n'a apporté. Alors justement, on peut faire la transition avec Mariam qui représente Solaya, donc une marketplace. Bonjour. Pour IA, ça fonctionne bien? Mais donnez la parole aux femmes, enfin. Oui, il faudrait commencer par là, effectivement. Donc, chouette transition avec toi. Absolument. Tu peux nous en dire un peu plus parce que je n'ai pas présenté Solaya, mais c'est l'occasion aussi d'en savoir un peu plus là-dessus. Je peux commencer, si tu veux, par me présenter brièvement. Moi, j'ai un background ingénieur, mais j'ai évolué une dizaine d'années entre le monde des marques, du luxe et également de la technologie. Donc, j'ai vraiment plusieurs casquettes qui ont fait justement et qui m'ont permis de développer le projet sur lequel je travaille à présent. Donc, Solaya, c'est tout simplement une plateforme qui va permettre de rendre la production du contenu e-commerce beaucoup plus simple. C'est à ce problème-là qu'on s'attaque. Aujourd'hui, si on prend juste Amazon US, il y a 350 millions de produits sur Amazon US. Le e-commerce aux États-Unis, ça représente 17% à peu près du e-commerce mondial. Donc, vous imaginez le nombre de produits qu'il y a sur Internet aujourd'hui. Et c'est un marché qui va doubler d'ici 2027. Et nous, on veut permettre de produire facilement tout le contenu de tous ces produits-là. Et justement, c'est un use case qui est hyper intéressant parce que je suis totalement d'accord, il y a énormément de problèmes aujourd'hui autour de la GenAI, autour de tout ce qui est IP et en fait utilisation en fait de l'intelligence de la donnée d'autres personnes. Nous, notre projet se centre sur la donnée de nos clients. On est en discussion avec pas mal de grands groupes, surtout en France. Et voilà, et c'est un projet sur lequel j'ai le grand plaisir de collaborer avec Neila, qui a organisé ce très bel événement, en tout cas qui a beaucoup contribué. Et voilà, c'est un peu ce que je fais. Et oui, pour le coup, il y a un grand marché. Nous, la chance que je vois beaucoup en Tunisie, c'est qu'il y a un vivier en fait de talents qui existe, qu'il faut canaliser, mais qui existe. Et ça, c'est une chance énorme parce que le gros problème de l'IA, dans les années qui vont venir, si on compare ça par exemple
à la révolution un peu digitale qui a eu lieu il y a quelques années. En fait, ça a été la course à la digitalisation. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à coder un site que d'apprendre à faire des algorithmes. Et les ressources en fait de personnes capables de faire des algorithmes, ça prend un biais et une appétence pour des mathématiques et de la physique qui ne sont pas des disciplines très aisées, mais sur lesquelles les Tunisiens sont très forts, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nationalités. Moi, je vois un réel avantage et un réel potentiel de la Tunisie là-dedans, En d'autant toute objectivité, bien sûr. en toute objectivité. Non, non, en toute objectivité, mais aussi parce que c'est assez factuel, qu'il y a une société comme Instadip quand même qui a réussi à émerger et qui se base sur du talent tunisien. C'est factuel. Moi, j'ai évolué, j'ai beaucoup d'amis tunisiens qui ont fait les meilleures écoles qui existent hein, en France et qui aujourd'hui, effectivement, évoluent à la Silicon Valley, évoluent en France, mais qui sont tunisiens. Voilà. Donc, Et ici, c'est une qualité. absolument. Ici, c'est une qualité non, et ça va continuer à l'être. D'accord. Merci beaucoup. Alors justement, je fais le lien entre l'IA et la Green Tech, puisque c'est la thématique globale de cette journée. Et je voudrais passer la parole à Alexis Normand, pour lequel j'ai préparé 2 excuses. La première liée au retard et la seconde parce que depuis tout à l'heure, je l'appelle Normand alors qu'il s'appelle Alexis Normand. Alors, désolé Alexis pour le coup. J'avais cette petite question puisque tu représentes Greenly. Donc, l'idée, c'est de pouvoir voir avec toi justement comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut contribuer à développer la green tech en entreprise ou même de manière générale. Donc, que ce soit les 2 typologies qu'a évoquées précédemment justement notre cher Amir Adel, soit pour la partie consommation, soit pour la partie production. Voilà, donc je commence par me présenter en 2 mots avant de répondre à la question. Donc Alexis Normand, je suis le cofondateur de Greenly, société qu'on a créée il y a bientôt 5 ans et qui est spécialisée, qui est une start-up. On est aujourd'hui quand même 200 personnes, donc ça allait vite. On aide les entreprises à entrer dans ce mouvement de démocratisation du suivi de leurs émissions. Avant qu'on démarre, peut-être le sujet du suivi de ces émissions, c'était uniquement peut-être du consulting, des grands groupes. Et en fait, comme évidemment le sujet de la décarbonation est devenu général, il faut passer d'un modèle de statique à une plateforme. Et c'est ça qu'on propose et on le propose pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a près de 2000 clients. On est en France, aux États-Unis, au UK et évidemment un peu en Afrique du Nord. Sur le sujet de l'IA, on peut le regarder, à mon avis, de 2 ou 3 façons. Vous avez parlé de l'IA comme un vecteur d'accélération pour les startups, et c'est certainement le cas. Nous, on a aussi regardé ce sujet du point de vue de l'empreinte carbone de l'IA. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, que le Microsoft, là, s'est toujours présenté comme le parangon un peu de la décarbonation, là, vient d'annoncer que son empreinte carbone avait augmenté de 30%. Et c'est lié, en fait, à la consommation massive d'électricité par les data centers qu'ils construisent. Donc, fondamentalement, les modèles, il faut les entraîner, mais après, il faut faire des requêtes sur tout ça qui, du coup, utilisent des machines. Et ça se calcule assez facilement. En fait, vous pouvez rapprocher un usage d'une instance de cloud à une consommation d'électricité. Et cette électricité, vous pouvez le convertir en carbone. Parce qu'un kilowattheure correspond à 50 grammes de CO2 en France, 700 grammes en Pologne, 300 grammes en Irlande. Enfin, et donc, on arrive à faire ça. Et donc, ça, en fait, c'est exponentiel. Et c'est quand même un sujet important parce que si on réfléchit bien à ce qu'est la transition énergétique, en gros, ça veut dire tout électrifier. Et donc, doubler la capacité de production électrique mondiale, grosso modo, dans les prochaines années. Mais vous avez là, sur les data centers, un sujet où la consommation électrique augmente beaucoup plus vite que tout le reste.
Donc, en gros, si on veut que toutes nos voitures deviennent électriques, que toutes nos machines deviennent électriques, etc., mais que toute cette nouvelle électricité qu'on produit est consommée par l'IA, c'est un problème. Donc ça, bon, je ne dis pas que ce n'est qu'un problème, l'IA, hein, parce que c'est aussi une façon de résoudre des problèmes environnementaux. C'est pas quelque chose qui est bien chiffré. Parce que Ouais. c'est facile de chiffrer l'empreinte carbone de l'IA, c'est pas facile de chiffrer l'empreinte carbone évitée par l'IA. Euh, et puis, quand même, pour ce qui est de nos opérations, malgré ce que je viens de dire, on s'en sert quand même, puisque quand vous avez généré énormément de documentation, que vous avez beaucoup de données complexes, que vous voulez aller vite, en l'occurrence pour nous, pour la production de reporting, et ben, c'est quand même assez utile de pouvoir structurer du contenu non structuré très vite, que de la vente aux opérations, aux services clients, etc., etc. Donc là-dessus, je pense on est logé à la même enseigne que tout le monde et évidemment qu'on s'en sert. Mais comment on fait concrètement pour réduire cette empreinte carbone? Et je finirai là-dessus. Comme elle est essentiellement liée à l'empreinte carbone de l'électricité, bah, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on décide notamment de là où on met nos data centers. Et en l'occurrence, toutes les startups ont tendance à mettre leur data center en Irlande parce que c'est Amazon qui domine le marché et que c'est là où c'est le moins cher. Mais il y a quand même un rapport de 1 à 5 entre ça et le mettre en France ou dans les pays nordiques, enfin les pays qui ont une empreinte carbone basse de leur électricité. Donc c'est ça qu'on a fait en fait. On a migré et donc pour les entreprises, les startups qui se positionnent notamment bah, dans l'avenir, et ben, je pense que vu que c'est leur principale source d'émissions, leur data center, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Voilà. Donc, mais maintenant que tu as donné l'astuce, toutes les startups vont aller en Irlande. Bah, peut-être, ou peut-être que Amazon va devoir créer des data centers en France au lieu d'en Irlande. En tout cas, avoir une empreinte, avoir un mix énergétique décarboné, c'est Ouais. un vrai facteur de compétitivité, je pense, en Ouais. général, mais dans ce domaine en particulier. C'est la vraie question, en effet. Merci beaucoup, Alexis. Alors justement, j'enchaîne avec notre dernier intervenant. On a parlé des facteurs clés de succès. On a parlé notamment des impacts opportunes menaces, on va dire, de l'intelligence artificielle et en tout cas de l'impact que ça pouvait avoir d'un point de vue écologique. Thalès, tu as la question à 1 million d'euros, puisque l'idée, c'est de savoir quelles sont finalement les tendances émergentes liées à l'intelligence artificielle qui, selon toi, façonneraient l'avenir des jeunes entrepreneurs, puisque tu représentes notre volet EdTech ici dans ce panel. Alors, bien sûr, tu commenceras par te présenter et présenter ton entité, et ensuite à répondre à la question à 1 million d'euros. Pardon. Et ouais, donc bonjour à tous, moi c'est Fares Nadjar, je suis représentant de la société Campusna. Merci de m'avoir invité pour aujourd'hui. Bon, en fait, on a entendu depuis ce matin parler de green tech, d'agri-tech, de food tech, de plein de types de tech. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'EdTech, en fait. Donc nous, à Campusna, on gère plutôt la partie EdTech. On essaye de former l'ensemble des entreprises, des universités ou tout autre type de clients à ces technologies-là pour pouvoir d'une part digitaliser leur commerce ou encore faire appel à un de nos experts pour mettre en place des services, des solutions ou autres reliés à l'IA. En effet, l'IA est aujourd'hui partout. On parle d'IA générative avec plein de concurrence entre maintenant ChatGPT, Bard, Gemini, etc. Et tout. On peut demander à une intelligence artificielle de nous générer une image d'un cheval qui est assis sur un sofa et en train de boire une bouteille d'eau et ça pourra le faire. Donc, ça n'a pas de sens, mais personne ne pensait à ça au départ. On peut avoir une photo vraiment réaliste. Et du coup, oui, l'IA est assez intéressante et je pousse tous les jeunes à s'informer de ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui et essayer de lier intelligence artificielle et leur passion. Et pour cela, j'aimerais parler un peu de mon stage de M2 que j'ai fait. C'était vraiment l'IA par rapport au foot. Et du coup, en fait, on récupérait des données de matchs de foot. On essayait de les décortiquer pour obtenir des caractéristiques assez importantes pour pouvoir en sortir des analyses et des résultats. Et le but ultime, c'était d'essayer de prédire les performances des joueurs de foot dans les matchs futurs.
Et bon, aujourd'hui, je ne suis plus avec la société qui m'a pris pour le stage, mais je sais qu'il a vendu la solution à beaucoup plus qu'1 million d'euros, à tout type de paris sportifs et autres. Et aujourd'hui, il propose aussi d'autres solutions pour optimiser un peu le recrutement pour les coachs des équipes de foot et bien d'autres solutions. Donc, il a essayé de lier sa passion pour le foot à l'intelligence artificielle. Après, je rejoins aussi l'ensemble des mots qui ont été dit sur le fait que c'est à la fois une opportunité, mais aussi une menace. Donc, on a le patron d'NVIDIA qui a annoncé que d'ici 5 ans, l'IA générative pourrait proposer un jeu vidéo de A jusqu'à Z. Donc, on n'aura plus besoin de développeurs ou autres pour créer un jeu vidéo. Donc, c'est une IA qui va le faire à notre place. Et d'un autre côté, on a l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui dit que ça va être un désastre pour la planète dans 10 ans et qu'en fait, ça sera une catastrophe naturelle, enfin, naturelle entre guillemets, et qui compare un peu l'IA aux bombes de Nagasaki et Hiroshima. D'accord. Et comme quoi, on a eu besoin de 18 ans pour réparer les dégâts de ces deux bombes atomiques, parce que les essais nucléaires ont été arrêtés assez tard, et que pour l'IA, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas 18 ans pour pouvoir réparer ça. Et d'où vient ce fait-là? Je pense que faut savoir en fait mettre les limites à l'IA, et donc c'est des questions d'éthique. Et l'IA doit être vraiment un outil d'aide à la décision et non pas un outil de décision en soi. Voilà. Topissime. Alors, merci beaucoup. Je te donnerai la moitié d'1 million d'euros parce que tu n'as pas eu le temps de compléter. Non, je rigole. Je te donne la totalité, ne t'inquiète pas. Enfin, la French Tech, bien sûr, tu donneras la totalité. Je vais malheureusement devoir, Claude, j'aurais adoré, bien sûr, aborder plus de thématiques, mais je suis sous menace depuis tout à l'heure pour clôturer malheureusement cette troisième table ronde. Merci beaucoup à tous les trois. Merci également à Noza et Alexis qui ont été patients jusqu'au bout. Je cède maintenant la parole à nos 3 startups, mais avant ça, ah oui, pardon. Alors, il y a, pardon, des questions? Une petite question, mais toi, tu veux vraiment que je meure aujourd'hui, tu veux vraiment que je me fasse virer, en fait, c'est ça? Non, alors les petites questions. Alors, je ne sais pas qui parle exactement. Là? Ok. Une question pour Myriam. Et Noza, je ne sais pas si Noza est encore connectée. Alors, allez-y, monsieur, je vous en prie. Vu que vous m'avez dit petite question, ça passe. Enchanté, bienvenue. Développement régional dans le cadre de la coopération internationale. C'est l'impact socio-économique qui est très important. On étudie les potentiels, puis on fait des études, on fait un plan pour chaque région tunisienne, puis on fait des fiches de projet, etc. Et tout ça, on l'envoie, c'est-à-dire aux décideurs. Myriam, vraiment, votre remarque m'a plu énormément. Le plus important pour nous, je suis binationalité. Le plus important pour nous, on a tous les avantages d'être un hub dans l'intelligence artificielle. On a les ingénieurs, STDAP, etc. Même à l'étranger, en France, en Allemagne, on a beaucoup de Tunisiens qui travaillent, par exemple, à Berlin, dans la plus grande société germano-allemande. C'est plein. Et dernièrement, dans l'hydrogène vert, c'est un Tunisien de GAFSA. Le prix d'innovation en Allemagne de 2017, c'est un Tunisien. Partout où on va, on trouve beaucoup de Tunisiens. Plusieurs fibres optiques passent devant la Tunisie, et notamment à Bizerte. Est-ce que la Tunisie peut être un hub? Est-ce que la Tunisie peut être un hub pour les pays francophones? J'ai demandé ça pendant le semi-pays francophone. Un cloud, c'est-à-dire un hub. Et vous savez que nous, les Tunisiens, nous sommes très forts en médecine. Est-ce qu'au nord de la Tunisie, on a un aéroport fermé, on a une zone touristique, on a 30 millions à marcher à côté de nous d'Algérie, peut être un hub pour l'intelligence artificielle dans le health, dans la technologie, c'est-à-dire dans la médecine, et peut être à l'échelle, puisque nous sommes dans le Méditerranée, nous sommes dans le centre de Méditerranée.
Je travaille dans le programme WeDo. Alors, Est-ce que la diaspora, vous et moi et tout, comment on peut aider les Tunisiens, et notamment la petite entreprise tunisienne qui sont là, comment aider pour avoir, c'est-à-dire la plus maximum, madame, surtout la mobilité de ces startups, de ces jeunes, avec la carte talent compétences, Oui. carte bleue, et comme en Allemagne, 3 mois, 18 jours pour ces jeunes-là. Ça, c'est le plus important pour nous. Et je vous remercie. Merci à Pour vous, vous. monsieur. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'argent, c'est-à-dire et croire en eux et croire, c'est-à-dire à l'avenir de la Tunisie. Et je termine. Comme elle a dit Kennedy, il ne faut pas demander ce que mon pays m'a donné, mais moi, qu'est-ce que j'ai donné pour mon pays. Oui, exactement. Merci, monsieur. Merci pour ces questions. Mariam, on va te demander une réponse vraiment courte. Oui, c'est un très grand challenge, je pense, cette question. En tout cas, bravo pour votre passion, monsieur. On sent que vraiment le sujet vous tient à cœur. Non, moi, vraiment modestement, hein, parce que, encore une fois, je suis en train d'explorer, de construire dans ce domaine et je n'ai pas la prétention d'avoir énormément d'années d'expérience là-dedans. Moi, ce que je vois, et c'est assez simple, c'est que finalement, on a des talents ici. Comment on fait pour capter un marché qui est à l'extérieur? C'est ça la question. Et ça passe, et j'en ai touché un mot tout à l'heure également, ça passe par en fait renforcer, je pense, nos capacités de business development, tout simplement, tunisiens, nous permettant d'aller plus efficacement aller chercher des marchés à l'export, qui vont être des gros marchés, qui vont être des marchés conséquents. Ça passe par se former à ça, se former à aller dehors. Et je pense que finalement, après, c'est presque que du matching. Une fois qu'on sait ce qu'on va construire, qu'on a un marché entre les mains, qu'on a des talents sur place, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas. Mais là où je vois vraiment en fait, un point d'amélioration, c'est la réflexion à comment construire en fait, cette force de frappe commerciale de la Tunisie pour faire rentrer de l'argent. Et cet argent-là, finalement, va profiter à tout le monde ici et va faire profiter à faire monter en compétence beaucoup de gens, à capitaliser sur des connaissances et des talents qu'on a sur place. Et c'est que comme ça, finalement, qu'on deviendra un hub et en étant plus rapide que les autres sur ce business développement-là, plus rapide que tous les autres pays avec qui on est en concurrence, être les premiers à aller choper ces parts de marché. Après, c'est mon bien entrepreneur, c'est ce que je fais. Donc en tout cas, mais je pense que c'est possible. Finalement, c'est souvent beaucoup plus facile qu'on le croit. C'est beaucoup de persistance et il faut commencer quelque part, exactement. Non, il faut pas. Il faut être prêt, c'est sûr. Okay. Très bien, merci beaucoup Mariam. Je ne sais pas si Noza est encore en ligne, mais du coup, je suppose que tu partages à peu près le même avis, je l'espère en tout cas. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, non? Non? Ok, très bien. Alors, on va clôturer. Non, elle n'est plus là. Elle est plus là. Alexis, jusqu'au bout, vraiment, tu es tellement loyal, tellement fidèle que c'en est touchant. Écoutez, merci beaucoup, mais je vais quand même vous laisser. Et en tout cas, bravo. Merci. Bonne journée. Tu as un vrai métier à côté, mais je ne comprends pas. Non, merci beaucoup à toi. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. À Au revoir. Ciao, ciao. Merci à tous les deux et à Adèle qui était avec nous. Alors, je sais que vous m'en voulez à mort parce qu'on a vraiment débordé dans tous les sens. Mais vous avez deux possibilités. Et même si je considère que vous devez être fidèle aux startups qui vont venir. Mais je vous offre la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de rejoindre le buffet qui est déjà ouvert. Si vous avez 10 minutes à nous donner, je vous invite à rester avec nous très rapidement pour entendre nos merveilleuses startups qui vont passer sur scène et qui vont me rejoindre tout de suite, n'est-ce pas? Et sans slide cette fois, malheureusement. J'invite les startups Be Wireless, Monsapo et Wayout sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Applaudissements de folie, parce qu'on n'a pas du tout faim. Hop, Wayout est là, Be Wireless et Monsapo.
Alors, je laisse la place à Be Wireless qui va démarrer. On avait dit 100 slides, les garçons, vous trichez. Hein. Alors, vous avez un challenge de dingue. Vous voyez cette salle de personnes fidèles et loyales qui va rester jusqu'au bout. Elle compte sur vous pour avoir un pitch deck qui est très court, mais tellement intense. C'est bon pour vous? Ça doit aller. Il n'y a que 2 slides de toute façon. C'est ce qu'on nous avait demandé de préparer. Eh bien, sous vos applaudissements, Be Wireless, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup d'avoir choisi la présentation des startups par rapport au buffet. Je vais faire une petite présentation. Je reprends ce qu'on disait dessus. Ça s'appelle de l'intelligence artificielle. On apprend de ce qui se passe. Et quand elle n'est pas cadrée, ça peut aller très loin. Donc, pour revenir, Alexis disait tout à l'heure, on peut mesurer l'impact de la consommation de l'IA, le coût carbone, mais on ne peut pas mesurer le coût évité. Si, et c'est ce qu'on fait. Donc, nous, on a une plateforme, Be Wireless, une plateforme pour permettre aux entreprises, aux organisations de suivre toutes les consommations, électricité, carburant, eau, gaz, et de suivre les programmes de réduction des émissions et les programmes de décarbonation. Concrètement, comment ça se passe? Bien évidemment, vous pouvez suivre en temps réel vos consommations, ça c'est du classique. Bien évidemment, vous pouvez recevoir des alertes par rapport à vos dépassements de consommation, tout ça c'est du classique. Bien évidemment, vous avez des rapports, vous avez de l'analyse de données, tout ça c'est du classique. Là où ça devient intéressant, c'est que vous recevez des recommandations directement sur la plateforme qui vous disent voilà comment réduire vos consommations. Voilà comment vous pouvez agir pour réduire la consommation d'eau, pour réduire la consommation de carburant, pour réduire la consommation d'électricité ou pour réduire la consommation de gaz. Et ça ne s'arrête pas là. Toutes les actions que vous entreprenez, tout ce que vous faites en réaction à ces recommandations, c'est tagué. Donc, on suit l'action en soi et on peut mesurer l'impact de chacune des actions qui est réalisée pour la réduction des consommations. Donc, ça vous permet directement de lier une économie, une réduction des émissions par rapport à une action que vous avez entreprise. Et devinez quoi, ça vous permet également d'alimenter le framework d'intelligence artificielle qui permet de générer des recommandations qui sont encore meilleures et encore plus appropriées. Donc voilà grosso modo ce que nous faisons. On a par ailleurs une offre de connectivité, une offre de hardware où on est également fabricant de hardware, donc on est également équipementier. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. On est bien évidemment en Tunisie. On a des opérations en France, en Suisse, en Côte d'Ivoire, aux USA, en Mauritanie, au Qatar, au Sénégal, au Maroc. On a commencé bien évidemment en Tunisie. On a déjà une filiale en Mauritanie qui est rentrée en exploitation depuis février et nous avons déjà 3 clients sur place, ce qui est une bonne chose en 2 mois. On est également en France, à Strasbourg plus précisément, et on vient de lancer une filiale au Bahreïn. On vient de créer une filiale au Bahreïn également pour l'accompagnement de nos activités. On est déjà à plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et ça c'est important. On a moins de 3% de churn, ça veut dire que nos clients qui nous ont rejoints depuis maintenant, depuis 99, donc ça va faire 5 ans, elles sont toujours là avec nous. On s'adresse principalement au secteur de l'industrie et au secteur du transport intelligent. C'est là où nous avons le plus de savoir-faire et c'est là où nous avons le plus de recommandations qui sont appropriées par rapport au secteur d'activité en question. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait suffisamment rapidement, vu le temps qui m'a été imparti, mais en tout cas, nous sommes là pour accompagner les preneurs de décision, les financiers, les responsables RSE, les directeurs généraux, dans l'effort qui doit être commun de réduction des émissions et d'amélioration du carbone footprint. Lequel carbone footprint et lequel water footprint est calculé en real time sur la plateforme également. Non seulement c'est les réductions qui sont calculées, mais c'est également l'amélioration du carbone footprint qui est calculée et qui est montrée directement sur la plateforme. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai fait... Karim d'avoir relevé le défi. On s'excuse encore pour ces conditions malheureusement de pitch qui ne sont pas idéales. Alors je vois que Mohamed est déjà levé, donc je vais laisser la parole à Way Out. Tout de suite, pareil, avec le même challenge.
Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Ramer. Je suis l'un des 3 fondateurs et le CBO de Way Out Ecological Solutions, qui était connu avant sous le nom de Zygofiltre. Alors, Way Out, c'est une startup. Je n'ai pas utilisé les slides. Juste pour vous donner une idée sur le produit, juste l'image. Euh, Way Out est une startup qui se positionne comme porteuse de solutions aux problématiques d'inondation et de pollution marine. Ces 2 problématiques-là, ce sont 2 problématiques qu'on connaît assez bien en Tunisie, qui sont assez problématiques justement. Et on a réussi à trouver une solution qui arrivait justement à résoudre les 2 problèmes en même temps, qui est Zygofiltre. Donc Zygofiltre, c'est une solution qui permet de retenir les déchets à l'intérieur des réseaux de canalisation, d'éviter le bouchage des réseaux, et donc d'éviter que les déchets ne rentrent dans les réseaux. Zygofit, c'est un produit qui a été déployé maintenant depuis 5 ans en Tunisie. Aujourd'hui, on parle de plus de 2000 unités installées sur 22 municipalités en Tunisie. Des tentatives d'export aujourd'hui ont porté leurs fruits et nous avons actuellement des clients à l'international. C'est un produit qui est simple, qui est low-tech, mais qui répond réellement à un réel besoin. Notre solution, elle a permis jusqu'à maintenant de retenir plus de 30 tonnes de déchets. Nous estimons pouvoir retenir plus de 10 000 tonnes d'ici 2030. Zygofit, c'est aussi un produit qui fait partie de toute une panoplie. Nous avons aussi une plateforme qui permet de dashboarder les produits Zygofit installés dans une municipalité, qui permet aussi d'accorder à nos partenaires, parce que oui, depuis le début de l'année, nous accordons une solution RSE clé en main aux entreprises qui veulent avoir de l'impact autant sur le plan social, environnemental qu'économique. Nous invitons les entreprises à entrer dans des collaborations tripartites avec des municipalités pour leur accorder du financement pour déployer la solution Zygofiltre, de recevoir en contrepartie des rapports d'impact sur la quantité de déchets récoltés, sur la quantité de plastique récolté, sur le nombre d'inondations évitées. Voilà, Zygofit, c'est aussi une entreprise qui cherche à déployer sa solution sur toute la Tunisie, qui fait tout pour. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci la French Tech pour l'invitation. Madame Mounira, it's a very, very great pleasure meeting you in real life. Je perds les mots en français. Et d'ailleurs, c'est the daily struggle pour les polyglottes et les bilingues. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis Sabrine Dechraoui. Je suis ingénieure en informatique et en data et je suis business developer chez Monsapo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre startup. Donc, Monsapo, c'est une clean tech qui a été créée en 2021, qui propose des solutions de nettoyage durables en recyclant les huiles de cuisson usagées. Cette approche innovante combine une marque de produits ménagers naturels qu'on est en train de commercialiser sur le marché tunisien. Et pour avoir une scalabilité internationale, on est en train de développer une machine automatisée et scalable qui permet de recycler des huiles de cuisson usagées à la source, c'est-à-dire directement chez le client. Alors, pendant 2 ans, on a bootstrappé. Pendant 2 ans, on a bootstrappé sur le marché tunisien. On a fait plus que 100 000 unités. On compte aussi plus que 1000 clients sur notre site e-commerce, 28 partenaires de distribution et 12 clients B2B. Ce succès nous a permis de développer notre produit phare, le Sapo Circle. Sapo Circle est une machine de la taille d'un réfrigérateur, compacte et capable de recycler les huiles de cuisson usagées. Voilà, les huiles de cuisson usagées en 4 produits ménagers naturels. Cette machine peut aussi recycler jusqu'à 1000 litres d'huile de cuisson pour justement donner ou bien produire 4000 de détergents. Pour parler un peu de la technologie de la machine, donc à l'intérieur de la machine, il y a des cuves interconnectées équipées par des capteurs et guidées par la machine learning pour justement optimiser le processus de conversion
et pour permettre le contrôle en ligne, à distance. D'accord. Donc, parlons un petit peu de l'indicateur impact. On a, ou bien cette machine peut afficher des données en temps réel ou bien data en temps real-time data. Donc, on peut voir des données comme la prévention de CO2. Donc, notre machine peut aussi sauver jusqu'à 500 millilitres d'eau par an, c'est-à-dire l'économie d'eau, et la réduction de 5000 bouteilles en plastique. Donc, bien sûr, ces réalisations impressionnantes sont reconnues par plusieurs prix nationaux et internationaux, prix Silver Africa Goes Green, COP 28, fondatrice féminine la plus inspirante en Afrique en 2023, prix Innovi Access International en 2022, Techstars Sustainability Paris Spring Cohort 2024, L'Oréal, Shirin, Arabia et many others. Donc, depuis septembre 2023, nous sommes en train de développer notre machine Sapo Circle en France avec l'accélérateur hardware Paris-Saclay. Donc, on est à la recherche des partenaires pour collaborer avec nous, pour consolider notre impact. Donc, on est à la recherche des restaurations collectives, des chaînes hôtelières, des chaînes aussi de restauration, les hôpitaux et surtout les ONG qui peut agir sur l'ODD 6 qui permet aussi pour permettre à 4,2 millions de personnes qui n'ont pas accès à des produits hygiéniques, voilà. Voilà l'équipe derrière ce travail crucial, les deux Sabrine le CEO, Hatem, Sarah, Emin, Aziza, Fahmi. Voilà, the best for the last, améliorer la nature, protéger la santé, une goutte à la fois. It's a call for everyone, join the economy circular movement. Merci beaucoup. Les garçons ont failli me faire de gros yeux parce que tu as pris plus de temps qu'eux, malheureusement. Alors, j'ai été vraiment ravie de revoir vos projets, pour la plupart qu'on connaît, qu'on a déjà vu un peu passer sur les réseaux sociaux. Comme vous l'imaginez, on n'a pas le temps pour les questions-réponses, mais j'invite tous ceux qui ont des questions pour Way Out, pour Be Wireless ou pour Mon Sapo à vous interpeller donc à la pause déjeuner. Bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, vous allez déjeuner. Mauvaise nouvelle, on se retrouve vers 15h. 15h. À tout à l'heure. Bon appétit.